Je ne suis pas de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de celles qui croient qu'on peut détruire la misère. La misère est une maladie de la société comme la lèpre est une maladie de l'homme. Elle peut disparaître comme la lèpre. Ce discours a été prononcé par Victor Hugo à l'Assemblée nationale en 1849 et il est frappant de voir que 170 ans plus tard, il est toujours tellement d'actualité. Pour cette 4e émission de Mauvaise Presse, nous avons décidé de parler d'un sujet omniprésent dans notre société et qui pourtant ne fait que très rarement la une, souvent mal décrypté, et que certains préfèrent ne pas voir ou plutôt oublier. Il s'agit de la pauvreté, de l'exclusion sociale, des inégalités. Dans un contexte d'urgence climatique où il s'agit de penser la justice sociale, de réformes comme celle de l'assurance chômage qui vont mettre à mal notre modèle de solidarité alors que la pauvreté ne cesse d'augmenter, comme toujours dans Mauvaise Presse, nous allons tenter de vous donner des clés pour comprendre l'actualité, pour l'appréhender et aujourd'hui décrypter la face cachée de nos sociétés modernes, cette part sombre qui nous concerne toutes et tous. Et pour en discuter, nous recevons aujourd'hui Claire Hédon, directrice d'ATD Quart Monde et responsable des programmes chez RFI. Bienvenue. Bonjour. Nous recevons aussi Nolwenn Weiler, journaliste à Bastamac, qui a notamment enquêté sur la réforme de l'assurance chômage. Bonsoir. Et donc enfin, Bruno Gassio, vous êtes producteur de télévision, scénariste et vous êtes notamment l'un des auteurs de l'émission culte Les Guignols de l'info. C'était moi. Merci d'être parmi nous. Non, mais ça me fait plaisir que vous ayez invité un riche pour parler de la pauvreté. C'est une bonne idée. Avant de commencer, on va simplement vous donner un peu un déroulé de comment cette émission va se passer. L'idée, c'est en première partie de parler vraiment des chiffres que l'on doit connaître pour comprendre ce qu'est la pauvreté aujourd'hui en France et ce que ça recouvre, et aussi la façon dont on la perçoit. Ensuite, on va discuter des politiques publiques qui sont mises en place aujourd'hui et des raisons pour lesquelles, en fait, pour le moment, les inégalités et la pauvreté persistent. Et enfin, on va se poser la question des solutions, qui pour nous est très importante, à la fois les solutions qui sont mises en place par le secteur associatif, mais aussi les politiques publiques qui pourraient être mises en place pour, comme le disait Hugo, éradiquer la misère. Mais on commence tout de suite avec le premier magnéto. Notre économie est brisée. C'est le message accablant qui introduit le nouveau rapport Oxfam. 26 personnes se répartissent aujourd'hui autant de richesses que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Ce sont les tout derniers chiffres officiels et ils sont alarmants. Une personne sur 5 vivant dans l'Union européenne est menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale. Un peu plus de 20% des hommes et environ 22,5% des femmes sont en situation de pauvreté monétaire, gravement démunis sur le plan matériel. Selon la dernière estimation de l'INSEE, le nombre de pauvres a atteint l'an dernier 9,3 millions, en hausse par rapport à l'année précédente. C'était 8,9 millions en 2017. Aux quatre coins de la France, ils se privent, connaissent des fins de mois difficiles et se battent pour s'en sortir. Un Français sur 7 est un pauvre. Au-delà d'un chiffre, c'est une réalité sociale qui n'épargne personne. Plus concernées que les hommes par les contrats précaires, les femmes vivent une situation économique plus fragile. Je suis auxiliaire de vie en maison de retraite. Je gagne 1 175 €. J'ai pas d'aide. Mon fils est au RSA. C'est lui qui me dépanne les fins de mois. Et j'ai peur de me retrouver à la rue un jour ou l'autre. Il faut savoir qu'en France, 143 000 personnes vivent sans domicile fixe. Et de nombreuses associations, bien sûr, se mobilisent toujours pour lutter contre cette immense précarité. Quand on regarde bien, l'homme, il régresse. Il retourne dans son passé. Il n'avance pas, il recule. Avant d'être ici, dans cette situation, j'étais chez moi, à la maison. Home. Avec mes enfants. Alors on vient de le voir dans ce magnéto, selon le dernier rapport de l'INSEE, la pauvreté a augmenté en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement où on en est aujourd'hui, Claire Hédon, sur cette question ? Les chiffres, effectivement, c'est à peu près un peu plus de 9 millions de personnes, 14,3% de la population française qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Comment il est calculé, ce seuil de pauvreté ? À 60% du revenu médian. En gros, vous avez la moitié de la France qui gagne plus de 1 800 €, l'autre moitié moins de 1 800. Le 60% du revenu médian, c'est en gros 1 041 € par personne. Ça ne double pas quand c'est un couple et avec des enfants. Si on prend un couple avec 2 enfants, par exemple, c'est autour de 2 000 €. Mais ça ne dit pas d'abord la très grande pauvreté, où là, vous avez 5 millions
de personnes qui vivent avec moins de 850 €. Vous avez 2 200 000 personnes qui vivent avec moins de 680 €. Déjà, ça parle quand même, on voit bien que c'est très peu. Mais ça encore, ces chiffres-là ne disent pas ce qu'est réellement la pauvreté. Certes, c'est un manque de revenus financiers, mais la réalité au quotidien, c'est un non-accès au droit. Parce que la pauvreté, c'est de ne pas réussir à accéder au droit au logement, à un travail, à une éducation de qualité, à l'accès aux soins, l'accès à la culture. Et ces personnes-là ont plus de difficultés que nous pour accéder à ces droits. Et c'est comme ça aussi qu'on peut définir la pauvreté. Nous, à TD Quart Monde, on a travaillé pendant 3 ans avec l'Université d'Oxford pour essayer d'évaluer ces dimensions de la pauvreté. La spécificité menée dans 6 pays, 3 pays du Nord, France, Grande-Bretagne, États-Unis, 3 pays du Sud, que sont la Bolivie, la Tanzanie et le Bangladesh. Et la grande particularité, c'est qu'on a travaillé avec des chercheurs de haut niveau, l'Université d'Oxford, et avec des personnes en situation de précarité comme co-chercheurs. Pas simplement en étant auditionnés, mais en menant la recherche. Et qu'est-ce qu'il en ressort? C'est très intéressant. Évidemment, les manques de moyens financiers dont je vous ai parlé, le problème d'accès au droit, mais il en est aussi sorti une dépossession du pouvoir d'agir. C'est-à-dire les plus pauvres, on les empêche de fait, par les politiques, de réellement lutter eux-mêmes contre la pauvreté et de prendre leur vie en main. Une maltraitance sociale et institutionnelle. Qu'est-ce qu'on dit par ça? Dans la maltraitance institutionnelle, on n'accuse pas les travailleurs sociaux, mais la façon dont les personnes vivent, la façon dont ils sont aidés, accompagnés, peut parfois être très violente. Et sur la maltraitance sociale, c'est la discrimination. En fait, on a tous au fond de nous un regard qui a envie de dire, mais cette personne-là, si elle se trouve dans cette situation, qu'est-ce qu'elle a raté? Et or, c'est la mauvaise question. Voilà, c'est la mauvaise question. C'est qu'est-ce que la société a raté avec eux? Parce que moi, ce que je vois au quotidien, c'est plutôt des gens qui mettent une énergie folle à s'en sortir, qui ont une réelle volonté. L'image qu'on a de profiter des minima sociaux, mais enfin, on vit très mal avec le RSA. 550 €, imaginez-vous. Évidemment qu'on vit mieux au SMIC, donc les gens ont envie de travailler. Mais enfin, il y a plus de 2 millions de chômeurs, il y a un manque d'emploi. C'est la réalité, c'est pas que les gens ne veulent pas travailler. Donc je pense que déjà comprendre ce qu'est cette pauvreté, pas simplement en termes de moyens, de manque de moyens financiers, mais aussi en termes finalement de maltraitance de tous les jours, de difficultés d'accès aux droits. Si on comprend mieux cette pauvreté, on va mieux lutter contre. Et à ce titre-là, si vous me permettez de rajouter, on est vraiment inquiet de la disparition de l'ONPES, l'Observatoire national des personnes exclues. Oui, parce que quelques jours en fait, après le 17 octobre, qui est la journée mondiale du refus de la misère, le gouvernement a annoncé qu'il envisageait de supprimer l'ONPES. Alors, ils nous disent pas tout à fait de l'intégrer au sein du CNLE, le Conseil national de lutte contre les exclusions. Mais de fait, ils suppriment le budget de 400 000 € et 2 emplois. Donc, nous, on dit juste, c'est pas en étudiant moins la pauvreté qu'on va mieux lutter contre. Ça me paraît un très mauvais signe. En soi, on pourrait dire que l'ONPES fasse partie de d'autres organismes de recherche et d'évaluation. Oui, mais si on laisse le budget pour évaluer cette pauvreté. Et on a toujours très mal évalué cette pauvreté. On a mis peu de moyens pour essayer de la comprendre. Et si on ne la comprend pas bien, on ne luttera pas bien contre. Oui, l'idée, c'est vraiment d'avoir aujourd'hui, en fait, vous dénotez 8 dimensions de la pauvreté dans ce rapport qu'on mettra en lien de l'émission. L'idée, c'est vraiment d'avoir une approche systémique de la question de la pauvreté en comprenant qu'en fait, en fonction des situations, on ne vit pas la pauvreté de la même manière. Moi, il y a quelque chose que je voulais un peu ouvrir là en première partie à débat sur cette question, par exemple, notamment des inégalités de genre sur la question de la pauvreté, puisqu'on sait que, par exemple, 2 tiers des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes, sur toutes ces situations particulières qui font qu'en fait, il faut prendre ces dimensions-là pour réellement comprendre le problème. Oui, parce qu'autrement, on est du coup dans des systèmes de dispositifs où on va prévoir pour certains un accès au logement, pour d'autres un accès au travail, mais alors très souvent temporaire. Hein. On va sur des CDT d'1 an ou 2 ans, c'est pas ce qui permet de se reconstruire. Et jamais on prend les personnes dans leur globalité. Et ce que je vous dis quand on parle de non-accès au droit, si on n'attaque pas cette question de l'accès au droit dans leur globalité, et ces droits sont indivisibles, globalement, ça ne sert à rien. Et donc, il faut travailler à la fois sur la question du logement de la famille, de l'accès au travail des parents, d'une éducation de qualité, donc d'un soutien scolaire. L'échec scolaire est un des grands problèmes dans la pauvreté. D'accès à la culture vous fait du bien à vous et à moi, et ça fait du bien à tout le monde, aussi aux personnes en situation de précarité. Et la question de l'accès aux soins. Il y a un vrai problème, même dans notre pays où on a une sécurité sociale, d'accès aux soins. Donc, c'est de travailler ensemble sur tous ces domaines. Et la tendance, elle est partout, de mettre des dispositifs en place, mais jamais de travailler sur la globalité. Et ça, c'est quand même un des problèmes. Tout à l'heure, vous avez parlé des personnes qui étaient au RSA, des personnes qui souhaitent travailler, mais j'ai l'impression qu'on observe l'émergence d'une nouvelle catégorie de personnes pauvres qui sont les travailleurs pauvres.
des gens qui travaillent mais qui vivent dans leur voiture. Moi, ça m'arrive de rentrer tard en scooter, de voir des gens à 5 h du matin enlever, avec des familles, enlever leur matelas parce qu'elles ont honte et qu'elles partent au travail, etc. Et donc on observe, pour moi ça démonte un peu aussi tout le discours du travail, de la valeur travail, parce qu'aujourd'hui même les gens en travaillant n'arrivent pour certains plus à vivre dignement. Est-ce que vous avez observé ça, cette augmentation? C'est très net, et c'est très net depuis un moment. Posez juste les questions aux personnes, aux femmes, parce que c'est souvent ça, qui font le ménage dans les entreprises. Elles font souvent 3 h le matin, 3 h le soir. Ça ne fait pas un plein temps, donc ça fait exactement ce que vous dites, des gens qui tournent autour de 700-800 €, qui donc travaillent, ont des grandes difficultés pour accéder au logement, ou bien souvent sont dans des logements à 1 h, 1 h et demie de Paris. Enfin, le nombre de fois où on les voit appeler leurs enfants pour être sûr qu'ils soient réveillés. Ça vaut le coup souvent de leur poser ces questions. Ce sont des vies très difficiles où elles n'arrivent même pas, et je dis elles parce que ce sont souvent des femmes, à en vivre. Et me dites pas, on pourrait quand même résoudre la chose de façon assez simple. On pourrait, excusez-moi, tout à fait supporter quand on travaille, d'avoir quelqu'un qui passe pendant 10 minutes faire le ménage dans votre bureau. C'est pas ça qui compliquerait tellement. Pour moi, c'est des choses qui seraient pas très compliquées dans le ménage dans les entreprises, que ce soit 6 heures d'un bloc et non pas 3 heures à chaque bout de la journée. Des choses hyper basiques. Entre le matin et le soir, elle ne rentre pas chez elle. Ça arrive qu'elle rentre chez elle, ça arrive qu'elle fasse d'autres boulots pour essayer de compléter, mais ça arrive aussi qu'elle n'en ait pas d'autres boulots. Donc dans ces cas-là, elle rentre chez elle. Donc vous imaginez aussi les temps de trajet. Il y a une pauvreté sociale et ça, globale. Je veux dire, c'est des choses qui pour moi ne seraient pas très compliquées. Est-ce que c'est pas aussi le signe d'une société dans laquelle on ne veut pas voir les gens pauvres, alors, justement, moi, je suis notamment dans ces avec... bureaux, etc. Pourquoi est-ce qu'ils viennent pas à ces horaires-là? Parce qu'en fait, on n'a pas envie de voir l'homme ou la femme de ménage qui est là, et il y a ce rejet de la pauvreté. Je trouve que vous avez tout à fait raison, et ça, moi, ça me fait dire aussi qu'en fait, ça nous dérange profondément, et que donc on vivrait tous mieux dans une société sans pauvreté. J'ai beaucoup aimé que vous démarriez avec Victor Hugo, parce que c'est un des premiers qui a parlé d'éradication de la pauvreté. Et nous, c'est notre objectif. Et quand on dit ça, on nous dit vous êtes des naïfs. Mais si vous dites on va juste diminuer la pauvreté, qu'est-ce que vous dites aux plus pauvres? On ne va pas s'occuper de vous. Parce que diminuer la pauvreté, on va s'occuper de ceux qui sont près du seuil de pauvreté. Ça va quand même être plus simple que d'aller s'occuper des plus pauvres. Et donc c'est d'une violence inouïe. Alors que prononcer le mot et l'objectif d'éradication de la grande pauvreté, on était très content il y a un an que le président de la République, dans son discours, parle comme objectif d'éradication de la grande pauvreté. Après, ce qui suit, pour nous, ne va pas dans le bon sens. Mais au moins, l'annonce était quand même importante d'un engagement de la société sur un but d'éradication de la grande pauvreté. Et c'est vrai que pour l'instant, ceci dit, ça ne va pas dans le bon sens, on est d'accord. C'est le premier, Emmanuel Macron, à avoir Oui, fait... absolument. C'est le premier à avoir osé le prononcer. Et je pense que c'est quand même un objectif. Dans son discours, il y avait 2 autres choses importantes. La question d'un choc de participation. On ne luttera efficacement contre la pauvreté que si on le fait avec les personnes concernées. Autrement, on est dans du contre-productif. Et il a aussi parlé de la globalité de l'accès aux droits. Bon, sauf qu'après, je ne vous cache pas que la suite ne va pas dans le bon sens. Sur cette question du regard, il se pose aussi justement l'idée du traitement médiatique qui conditionne notre imaginaire collectif. On voit bien qu'aujourd'hui, soit la pauvreté, on n'en parle pas, soit il peut y avoir aussi énormément d'idées fausses qui sont véhiculées. Je sais qu'avec ATD Quart Monde, vous luttez contre ça avec un petit manuel des idées fausses contre la pauvreté, et que Nolwenn, vous avez repris dans Bastamag en article plusieurs de ces idées fausses. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des exemples de... Alors, celle que je vous ai donnée tout à l'heure, enfin le côté on vit mieux avec le RSA qu'avec le SMIC. Heureusement qu'on n'est pas dans un système quand même complètement idiot où quand vous avez le SMIC, l'ensemble des aides s'arrête. D'abord au SMIC, vous avez toujours les allocations familiales, alors que dans le RSA, elles sont comprises dedans et pas en plus. La question des APL, des aides au logement, sont aussi, heureusement, qu'elles ne s'arrêtent pas quand vous êtes au SMIC. Donc ça, c'est la première idée fausse qui circule. La deuxième, c'est sur la question de la fraude. Enfin, ça, c'est un éternel truc, la question de la fraude. Enfin, on va comparer la fraude sociale et la fraude fiscale. On est à plus de 40 milliards d'euros quand on parle de fraude fiscale. Au bas mot. Et on est à quelques millions quand on parle de fraude sociale. Et dans la fraude sociale, on sait bien qu'il y a aussi beaucoup de la fraude employeur, exactement, patronale et de non-déclaration. Donc voilà. Un chiffre qui m'avait marqué, c'est le montant des aides sociales non réclamées par ceux qui y ont droit. Ça représente plus de 11 milliards d'euros par an. Ça, sur le RSA, le grand problème, c'est absolument pas la fraude, c'est le non-recours. C'est-à-dire les personnes qui y auraient droit, qui ne le demandent pas tellement les démarches sont compliquées. On évalue à peu près, mais ça pareil, il n'y a pas d'études qui ont été faites récemment, on donne des chiffres qui ont plus de 10 ans, à 30%
ce non-recours. Donc, c'est-à-dire le nombre de personnes qui auraient droit au RSA et qui ne le demandent pas, tellement les démarches sont compliquées. Et pas simplement ça, c'est aussi à force de contrôle, à force en permanence d'accuser les pauvres de frauder, et bien au bout d'un moment, ils se disent, mais moi, je ne vais pas aller demander parce que je vais être tellement contrôlé. Il y aura une telle émission dans ma vie privée, parce que c'est ça aussi qui se passe, que du coup, je ne vais pas demander les aides. Et évidemment, ce n'est pas comme ça que les gens vont pouvoir s'en sortir. Donc, et l'État français, vous avez parlé de ces 11 milliards d'euros, ne le budgétise pas, puisque donc, il démarre son budget 2020, si on prend ce qui va se passer là, en ne comptant pas ces 11 milliards, puisque les gens ne vont pas les réclamer. Et c'était notamment aussi une des revendications des Gilets jaunes, c'était de dire, en fait, nous n'existons pas dans les médias. Nous ne sommes pas représentés. Et l'autre question, et qui est très très vraie, c'est, nous on le voit bien, c'est qu'on a du mal à trouver des espaces où on peut parler lutte contre la pauvreté. Il peut y avoir un premier regard où c'est un sujet ennuyeux. Moi je pense que c'est absolument pas un sujet ennuyeux, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. D'abord parce que ça fait peur aux gens, ils n'ont pas eux aussi envie de tomber dans la pauvreté. Donc ça concerne tout le monde. C'est vrai que les médias n'en parlent pas suffisamment. Et après, il y a là aussi la façon d'en parler. Je pense qu'il y a, par exemple, limiter la pauvreté à parler simplement des personnes sans domicile fixe, qui est un problème très grave dans notre pays, d'une indécence absolue dans un pays riche. Mais vous l'avez donné dans les chiffres, c'est à peu près 150 000 personnes. Vous avez vu les chiffres que je vous ai donnés, on est à 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Parlons de tout cela, et qui sont cachés, on ne les voit pas, parce qu'ils ont honte de la situation, parce qu'ils se sentent rejetés par la société. Donc ce qui fait dire aussi quand je vous dis ça, c'est que certes, le gouvernement doit agir dans la lutte contre la pauvreté, mais aussi chacun de nous, sur cette question du changement de regard. Et ça, c'est vraiment important, et pas se dire, c'est simplement au gouvernement de faire. Moi, je vous trouve passionnante. Je trouve que c'est pas du tout embêtant de vous écouter parler de la pauvreté. Merci. Mais non, mais c'est vrai, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Moi, voilà, ça fait 25 ans que je suis dans ce mouvement ATD Quart Monde. Je dis aussi, puisque vous savez que je suis journaliste à RFI, j'ai dit que ça a changé ma façon de travailler. Dans deux domaines. D'abord, certainement dans mes sujets au quotidien, parce que j'ai fait longtemps une émission sur la santé, maintenant je dirige les magazines, mais sur la question du qu'est-ce qui se passait pour les plus pauvres en termes d'accès aux soins, mais aussi dans la façon de leur donner la parole. Et ça a changé votre manière de travailler ? Ah oui, complètement. Et vous savez, parce qu'on est redoutable quand on travaille à la radio, mais vous le savez aussi en télé, on a envie de gens qui parlent bien, parce que ça fait un peu moins de montage. Et donc, si on s'adresse aux personnes qui sont en difficulté, il faut accepter que ça va prendre un peu plus de temps au montage, mais que ces gens-là ont des choses à dire, et qu'il faut y passer du temps. Et moi, il y a un moment où j'ai eu ce déclic-là, j'y ai passé du temps, je demande à mes équipes de passer du temps, et quand on me dit, mais non, ils n'avaient rien à dire, je dis, non, tu n'as pas passé suffisamment de temps, ils avaient forcément quelque chose à dire. Donc oui, nous médias, on a aussi un rôle à jouer pour donner la parole à ces personnes-là. Dans les études que font le CSA, on le voit très bien, il y a un manque de représentativité de la diversité, mais dans cette diversité aussi des populations défavorisées, qui elles-mêmes, du coup, d'ailleurs, quand elles regardent la télé, ne s'y retrouvent pas. Et ne sont pas faire partie de cette société. Voilà, et vous comprenez bien, du coup, que voilà, cette question-là concerne tout le monde. Mais moi, je voulais citer l'exemple du rapport de l'INSEE quand il est sorti. Le traitement médiatique qu'il y en a eu, par exemple, au journal de France 2, c'était le 4e ou le 5e titre, et ça a duré 1 minute. Alors que, pour moi, ça aurait dû faire la une. L'actualité, il y a 400 000 personnes de plus qui sont devenues pauvres dans ce pays, qui vivent dans des conditions indignes d'existence, etc. Et donc on voit bien malgré tout qu'il y a aussi un problème vraiment de place donnée au sujet. Alors que moi, je le réaffirme, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être une cause nationale immédiate. Je vais donner des chiffres, dans la 7e puissance économique du monde, qui est le 5e pays possédant le plus de millionnaires et qui est record de dividendes versés aux actionnaires, ça me paraît indécent qu'il y ait des gens qui vivent dans la rue, ça me paraît indécent qu'il y ait des enfants qui n'aient pas de toit, etc. Quoi. Donc, comment... Ils viennent de tomber, là, ça a augmenté de, je ne sais plus combien, ils ont pris 18%, 12% ou 18%. Les records sont battus tous les ans. Ouais. Oui, non, mais c'est sûr qu'avec les chiffres qui sont tombés cette semaine des salaires des grands patrons, on est dans une indécence absolue. Oui. Mais à un moment où on pointe du doigt les pauvres pour leur pauvreté, c'est jamais mis en corollaire avec du coup les chiffres et l'état de la richesse du pays. Ce que tu dis sur les médias, ce que vous dites sur les médias, ça renvoie à ce qu'a dit cette femme, j'ai oublié son nom, je préférerais même plus jamais m'en souvenir, qui dit que pourquoi cette femme est au SMIC, pourquoi elle n'est pas travaillée bien à l'école, et puis quand on est au SMIC, on ne divorce pas. L'imbécilité absolue du propos et l'indécence du propos vient aussi de cette espèce de conditionnement où on dit... les pauvres profitent des minima sociaux. Mais comment on peut profiter de 500 balles ? C'est vrai que Édouard Philippe parlait de générosité pour le chômage, alors que les gens cotisent pour leur chômage. Il n'y a pas de générosité. Il y a un retour. Clairement, la réforme de l'assurance chômage, qu'est-ce que ça va provoquer ?
plus de gens au RSA. Enfin, je veux dire, c'est évident, puisqu'il y a des gens qui vont se retrouver en fin de droit et qui, du coup, ne vont pas bénéficier du chômage, ils vont passer au RSA. Donc, c'est quand même pas comme ça qu'on va lutter contre la pauvreté, ça me paraît clair. Toujours sur le mythe du certain en profite. Mais enfin, ce qu'on voit, je ne nie pas qu'il y ait des personnes qui puissent profiter et qu'on ait un système qui est quand même un système où on contrôle pour pas qu'il y ait d'abus, je le comprends. Mais enfin, je veux dire, là, on pénalise plus de 90% de ceux qui étaient bénéficiaires des allocations chômage sous ce prétexte-là. Là, ça ne va pas dans le bon sens. Quel serait, à votre avis, excusez-moi de poser des questions, mais quel serait, à votre avis, vous qui êtes dans un observatoire, les raisons pour lesquelles on essaye de cacher cette pauvreté et on essaye de culpabiliser les gens d'être pauvres, alors qu'ils ne le font pas exprès. Personne ne fait, même sur ce plateau, d'efforts désespérés pour devenir pauvre. On l'est, on a des accidents de la vie. Donc qu'est-ce qui fait que, dans ce que vous observez, vous, est-ce que vous le faites déjà, une politique peut exister sans que personne ne s'y oppose réellement? Alors moi, je pense que c'est une part de responsabilité de la société. Oui, je pense que nos politiques bougeraient si la société bougeait. Si la société était convaincue que c'est totalement indécent de vivre, vous l'avez dit, dans un pays aussi riche, avec autant de pauvreté, nos politiques bougeraient. Nos politiques, à mon avis, ne bougent pas suffisamment parce que la société ne bouge pas. Après, sur le traitement médiatique, c'est vrai ce que vous dites sur le fait qu'il faut prendre du temps. Vous évoquiez le sujet de France 2 qui, d'une part, il y a une question de hiérarchie des sujets qui passent en 4e et qui prend 2 minutes, mais parce que ce que disait Hélène Hédon, c'est que pour pouvoir recueillir ces paroles-là de façon intelligente, il faut prendre beaucoup de temps. Et ça, c'est quelque chose dont trop peu de journalistes disposent, en fait. Donc, évidemment, le traitement médiatique, il est lié, qui fait pas de place aux pauvres, il est lié au fait que, voilà, la classe des journalistes, dans son immense majorité, n'en fait pas partie et ne côtoie pas au quotidien de personnes pauvres, à part peut-être celle qui fait le ménage chez elle. Donc il y a une ignorance, il y a 2 mondes qui s'ignorent, et après il n'y a pas de temps qui est passé pour aller à la rencontre de ces gens-là. Mais c'est un traitement de la complexité, c'est-à-dire qu'au lieu de dire 0,6% d'augmentation, quand on dit 400 000 personnes, c'est quand même vraiment pas la même chose. Et j'ai l'impression que par exemple, il y a peu de médias qui disaient 400 000 personnes de plus. Voilà. C'est aussi une façon d'en parler. Mais parce que ce chiffre, en fait, si on est très honnête, il est à pondérer, c'est plutôt 200 000. Parce que dans le chiffre de départ de l'INSEE, mais il donne les 2 chiffres d'ailleurs après. De toute façon, ce sont des estimations, non, mais surtout, il faut le tempérer avec la question des loyers qui ont de fait augmenté dans le parc social, mais sans que ça augmente pour les personnes. Du coup, il faut quand même le pondérer. Donc la réalité, elle est plutôt 200 000 si on est très honnête. Sur la question des médias, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une part de responsabilité des médias qui ne donnent pas suffisamment de temps aux journalistes pour approfondir des sujets, dont celui-là. Il y a aussi une responsabilité de chacun des journalistes d'accepter de passer plus de temps. Donc pour moi, c'est aussi une double responsabilité. Et le 3e point, c'est la question du recrutement des journalistes. Je pense qu'on a un vrai problème. Il y a une uniformité de milieu dans le recrutement des journalistes et les Gilets jaunes là-dessus, c'était pas pour rien non plus. C'est-à-dire personne issu de ce monde un peu différent. Et je pense que ça aussi, ça pose des problèmes. Moi, pour avoir travaillé beaucoup dans des télévisions plutôt riches, avec des gens riches, il y a un mépris social terrible. Et comme je suis plutôt, moi, un soutien des Gilets jaunes, mes amis qui sont, enfin mes ex-amis, me disent « Qu'est-ce que tu fais avec ces cons ?» C'est-à-dire qu'ils ne disent même pas « Oui, je comprends, ouais, c'est vrai, ils sont pauvres. » Mais c'est des cons, qu'est-ce que tu fais ici? Ils sont ridicules. Ils ne feront jamais avancer la société, parce qu'il y a cette pauvreté aussi. Chez ceux qui ont un confort matériel, il y a une pauvreté morale terrible chez ces gens-là. Eux, ils affichent une autre pauvreté, c'est-à-dire qu'ils les regardent en disant « eux ne feront jamais avancer la société ». Eux, c'est pas eux qui vont créer de la richesse. C'est ce point-là qui est le plus important. Pour moi, c'est ce point-là qui est le plus important. Les constats, on est tous capables de les faire, de les comprendre. Quand on vous écoute, c'est merveilleux. Vous devriez en faire plein d'émissions et réinviter là tout le temps. Parce qu'on comprend très bien qu'il y a une misère financière, mais derrière, c'est autre chose. C'est un déclassement complet d'humain. Et ça, je trouve ça très important de le dire. Après, dans les solutions, on y arrivera, j'en ai. Enfin, j'ai des envies et des pistes que j'aimerais partager avec vous. On va regarder les solutions un peu proposées par le gouvernement, justement. Magnéto Jordan, s'il te plaît. Elle était très attendue. La vaste réforme de l'assurance chômage a été présentée ce mardi par le Premier ministre Édouard Philippe. À partir du 1er novembre, il faudra avoir travaillé au moins 6 mois sur 2 ans pour accéder à l'assurance chômage. Enfin, voir son indemnisation prolongée nécessitera d'avoir travaillé 6 mois au lieu d'1 an pendant sa période de chômage. Aujourd'hui, on vit plus longtemps,
On ne peut pas travailler plus longtemps. Puisqu'on peut gagner plus au chômage qu'en travaillant. On ne fera pas l'économie de travailler plus longtemps. Chaque année, entre 10 000 et 14 000 décès sont imputables à la perte d'un emploi, Claire. Oui, c'est le Conseil économique, social et environnemental qui sort ce chiffre pour insister que le chômage, ce n'est pas seulement un problème social, c'est aussi un problème majeur de santé publique qui n'est pas pris assez en compte par la puissance publique. Dès le mois de novembre prochain, dans un peu plus d'un mois, des milliers de chômeurs ne seront plus du tout indemnisés. C'est vrai ou c'est faux ? Oui, c'est vrai, à partir du 1er novembre précisément, parce que les conditions d'accès à l'indemnisation chômage évoluent. Selon l'UNEDIC, 200 000 personnes ne toucheront plus aucune allocation chômage, majoritairement des jeunes qui travaillent par intermittence. Et ce n'est qu'une première étape, il y a ceux qui vont voir leur allocation diminuer à partir du 1er avril. Cette fois, ça concerne selon l'UNEDIC 850 000 personnes, une baisse moyenne de 22% du montant des allocations. On va prendre un exemple concret, un demandeur d'emploi qui percevait 900 €, avec cette réforme, eh bien, il percevra 700 €. Il y a trop d'hommes politiques qui jouent avec l'affaire des retraites et qui font miroiter des réformes formidables. Alors, par exemple, ce qu'on appelle les retraites par points. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Messieurs, vous n'avez rien fait tant que l'ordre matériel raffermi n'a pas pour base l'ordre moral consolidé. Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre, tant qu'il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère, tant que ceux qui pourraient travailler et demandent à travailler ne trouvent pas de travail, tant que ceux qui sont vieux et ne peuvent plus travailler sont sans asile. Vous n'avez rien fait tant que l'usure dévore nos campagnes, tant qu'on meurt de faim dans nos villes. Vous n'avez rien fait tant qu'il n'y a pas de loi évangélique qui vienne en aide aux familles honnêtes, aux bons paysans, aux gens de cœur. Vous n'avez rien fait. Depuis plus de 15 ans, les gouvernements ont échoué à faire reculer la pauvreté, et du fait de leurs choix politiques, ils l'ont même aggravée. Et nous allons maintenant revenir sur un cas très symptomatique et actuel de cette tendance. Il s'agit de la réforme de l'assurance chômage sur laquelle vous avez enquêté, Nolwenn, pour Bastamag, et dont on va parler à présent. J'aimerais que vous nous expliquiez en quoi cette réforme va aggraver la pauvreté. Alors, avant d'expliquer la réforme, je voulais resituer en fait, le nombre de chômeurs en France qui se situe aux environs de 6 millions de personnes. Et donc, quand on parle de 2 millions de chômeurs, en fait, c'est un peu plus de 2 millions de chômeurs, c'est 2,7 millions de chômeurs, mais qui sont indemnisés. Ça veut dire qu'en France, il y a à peine 40% des personnes qui n'ont pas de travail qui sont indemnisées par Pôle emploi, par l'UNEDIC, pardon. Et la moyenne, c'est 1 000 € par mois. Sachant que cette moyenne-là, elle cache aussi des disparités assez fortes, parce qu'au final, la moitié de ces 2 millions de personnes indemnisées ont moins de 850 € par mois. Donc ça veut dire que l'énorme majorité des gens qui sont indemnisés par le chômage gagnent finalement assez peu d'argent. Donc comme on dit qu'elles profitent du système, c'est bien de savoir de quelle somme elles profitent exactement. Et donc la réforme qui a été mise en place, elle va se dérouler en 2 temps. La première étape, c'était 1er novembre, donc on allonge la période de travail pour avoir droit au chômage. Donc avant, je travaillais 4 mois, sur 24 mois, j'avais le droit d'ouvrir des droits. Maintenant, il faut avoir travaillé 6 mois sur 28. Donc, en journée, ça fait qu'avant, on pouvait travailler 1 jour sur 4 pour pouvoir ouvrir des droits. Maintenant, c'est 1 jour sur 7. Donc, ça, c'est première étape. 1er novembre aussi, en fait, il y a une décote qui commence à avoir lieu pour les cadres. Donc, c'est les personnes qui gagnent plus de 4 500 € bruts par mois. Donc, elles ne sont pas très nombreuses. C'est 4% des personnes indemnisées. C'est 100 000 personnes. Mais donc, dans 6 mois, elles auront 30% en moins. Voilà, donc on espère aussi une économie, mais les effets donc, auront lieu dans 6 mois, au mois d'avril. Et en fait, le gros de la réforme... C'est rétroactif? Non, c'est à partir des personnes qui sont au chômage à partir du 1er novembre. 1er novembre, voilà. Toute la réforme, en fait, c'est pour ça qu'on verra les effets petit à petit, en fait, parce que c'est vraiment les gens qui perdent leur emploi à partir du 1er novembre. Ceux qui ont des droits maintenant ne les perdent pas? Non. D'accord. Mais vous dites quand même quelque chose de très fort dans votre article. Vous commencez en disant que c'est une véritable machine à fabriquer de la pauvreté qui va se mettre en branle à partir du 1er novembre. Et oui, puisqu'en fait, au fur et à mesure que les gens entrent en fait, au chômage avec ces nouvelles réformes, en fait, il va y avoir une paupérisation importante des gens. Puisque à partir du 1er avril, c'est le calcul finalement des indemnités qui va être complètement revu. Ça veut dire qu'actuellement, quand on travaille, en fait, ce qui est pris en compte, c'est le salaire journalier. Voilà, pour pouvoir prendre finalement avantager au maximum les gens. Et maintenant, en fait, ce qui va être pris, c'est une moyenne mensuelle.
Donc pour essayer d'être un peu concret, par exemple, quelqu'un qui gagne 1 500 € par mois pendant 6 mois, puisque maintenant c'est 6 mois minimum, il a le droit à environ 950 € par mois d'indemnité. Par contre, quelqu'un qui travaille 6 mois, mais de façon éclatée, un CDD de 3 mois de janvier à mars et un autre CDD de 3 mois de octobre à décembre, et bien lui, on va considérer toute la période au cours de laquelle il a travaillé. Et il va toucher 2 fois. Donc ça veut dire de janvier à décembre, donc 12 mois. Donc on va diviser son salaire par 12 et donc il va avoir 2 fois moins. Au lieu d'avoir 30 € par jour, il aura 15 € par jour. Alors qu'ils ont travaillé en réalité le même temps. Alors qu'ils ont travaillé le même temps. Donc ça veut dire que cette réforme-là, c'est tous les gens qui ont du travail émietté, donc qui ne travaillent pas sur des contrats à suivre, qui vont être donc les CDD, les intérimaires, c'est eux qui vont être les plus touchés. Et en fait, le gouvernement, il attend des économies sur ces personnes-là, plus d'1 milliard d'euros d'économies en 2021. Donc c'est vraiment le gros des économies attendues, c'est sur les gens qui ont vraiment des statuts déjà ultra précaires. Donc d'après l'UNEDIC, les calculs qui ont été faits, c'est que les 7% qui sont les plus précaires, donc qui touchent actuellement 800 € par mois, ils passeront, donc leur revenu sera divisé par 2. Donc ils toucheront 431 €. Et on parle de personnes qui ont travaillé. Donc, cotisé. Et c'est, excusez-moi, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent le fait qu'on leur donne moins d'indemnité, ça va les obliger à aller travailler? Ah bah c'est clair qu'il y a la grande... Parce que du coup, moi, j'ai enquêté beaucoup auprès des agents de Pôle emploi. Oui. Donc, qui eux sont horrifiés par cette réforme. Alors pas tous, mais certains sont vraiment horrifiés et ils ont très très peur en fait de ce qui va se passer en avril, parce qu'ils vont se retrouver obligés finalement de dire à des gens qui ont travaillé qu'ils ont droit à beaucoup moins qu'avant. Donc pour ces personnes-là qui considèrent qu'eux, ils doivent être des agents de service public, c'est très très compliqué. Donc en dehors de ça, il y a en plus beaucoup de souffrance au niveau de l'organisation du travail à Pôle emploi. Donc tout ça mis bout à bout est très compliqué et ils sont d'autant plus inquiets que dans certaines agences, on leur a quand même annoncé que des vigiles allaient être recrutés pour les protéger au cas où des demandeurs d'emploi pètent les plombs, ce qui est quand même fort probable au vu de la diminution des droits qu'on va pouvoir observer. C'est une solution assez récurrente d'envoyer la police et employer la force quand les gens ne sont pas contents, c'est bizarre. Oui, désespéré. Ouais. Oui, tu vois. Je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord. Ouais, oui, et donc du coup, l'inquiétude qu'ils avaient par rapport à votre question sur accepter des emplois, eux, ils ont peur que finalement, ils soient obligés de tout accepter et n'importe quoi, puisqu'effectivement, ils auront tellement peu d'argent pour... ils seront tellement coincés que finalement, c'est toutes ces fameuses... Mais la réponse à ça, c'est qu'on manque d'emplois. Voilà, c'est ce que je voulais en venir. C'est vrai. Mais non, voilà. Le problème, c'est que non. Donc, on nous parle toujours des emplois non pourvus. Les emplois non pourvus sont une réalité. Il y a un problème de formation. Enfin, les emplois non pourvus, on va être aux alentours de 200, 300 000 dans le calcul le plus. 120 000, oui, c'est ça. Mais vous voyez, on est là. Et de combien vous nous avez parlé de millions de chômeurs? Donc, enfin, c'est évident que ça suffit pas. Ça a été fait parce qu'il y a certainement à peu près 10% des personnes qui profitaient du système, qui travaillaient intense, mettaient au chômage. C'est vrai, on ne va pas le nier. Mais je redis, on ne fait pas une réforme pour 10%, on pénalise 90% des gens qui touchaient le chômage. Dans les chiffres que vous donnez, je me dis, mais en fait, on va être sur l'augmentation de la très grande pauvreté dont je vous parlais, ceux qui vivent avec moins de 680 €, les 2 200 000, on peut s'en prendre 1 million de plus dans cette histoire. Voilà. Et donc, on va avoir pas simplement une augmentation de la pauvreté, mais une augmentation de la très grande pauvreté. Et ça, c'est aussi, par exemple, dans les études qui sortent là sur la question du pouvoir d'achat. Une de nos demandes, pas simplement sur le pouvoir d'achat, c'est l'évaluation de toutes les politiques publiques sur les 10% les plus pauvres. Et au regard d'ailleurs des objectifs de développement durable, c'est-à-dire mettre environnement et lutte contre la pauvreté en même temps. Si à chaque fois qu'on faisait une réforme, on cherchait à comprendre quel est son impact sur les 10% les plus pauvres, eh bien, on arriverait à autre chose. Et ce qui se passe en ce moment, les seuls qui ont perdu en pouvoir d'achat depuis 2 ans et demi, c'est dans les 6 à 7% les plus pauvres. Pas dans les 10 d'ailleurs. Ça prouve que dans les 10, il faut évaluer au centile près, c'est-à-dire au pourcentage près. Les seuls qui ont perdu en pouvoir d'achat depuis le début de ce quinquennat, ce sont les plus pauvres, ce sont les 7% les plus pauvres. Pour moi, c'est d'une indécence absolue. Rien que ça devrait dire qu'on ne va pas dans la bonne direction. Alors que ça, c'est pas possible. Il y a eu quand même des mesures qui ont été prises, par exemple la suppression de l'ISF. Mais même tous les autres, avec les réformes suite aux Gilets jaunes, tous les autres ont augmenté leur pouvoir d'achat. Sauf ceux-là. Les classes moyennes qui payent pas d'impôts. Donc si notre curseur, ce n'est pas les plus pauvres et l'impact de ce qu'on fait sur les plus pauvres, on n'y arrivera pas. On va aboutir à ce qu'on fait là
une augmentation de la très grande pauvreté. Et pour moi, c'est insupportable qu'on soit dans une société comme celle-là. Mais surtout que moi, je le chiffre donc d'1 milliard d'économies apparemment avec les personnes les plus pauvres que vous avez citées. Si on le met en parallèle avec les 5 milliards d'euros que rapportait l'ISF, c'est parfaitement indécent de se dire qu'on a enlevé cette source de revenus et que maintenant on fait des économies sur les gens les plus précaires et les plus pauvres. Les 6 milliards d'euros que vont coûter la suppression de la taxe d'habitation sur les 20% les plus riches. Vous ne pensez pas qu'on peut trouver d'autres 6 milliards d'euros? 6 milliards d'euros, on en fait des choses avec ça en termes de lutte contre la pauvreté. On est déjà dans la troisième partie, en fait, si vous voulez chercher l'argent. Sur les gens qui alternaient chômage, travail, chômage, travail, c'est important aussi de préciser que finalement, on évoquait le fait qu'il n'y ait pas de boulot, mais aussi parce qu'il n'y a pas de boulot. Par exemple, moi, on a rencontré des gens avec les agents de Pôle emploi, ils évoquaient des gens, par exemple, un électricien dans le coin de Saint-Brieuc, donc c'est au nord de la Bretagne. Le gars, il est électricien, c'est ça son métier, c'est ça qu'il sait faire, c'est ça qui lui plaît. Il est intérimaire parce qu'il est dans une agence d'intérim et il y a un chantier, ça dure 2 mois, il fait un chantier et après le chantier s'arrête, il n'y a plus de boulot à ce moment-là, donc il est au chômage. Il n'est pas au chômage parce que ça lui fait plaisir et qu'il n'a pas envie de bosser, c'est parce qu'il n'y a pas de boulot. Il ne va pas partir à l'autre bout de la France faire de l'électricité parce que sa vie, elle est là, il a une famille, il a une maison, il a des amis, il a une habitude et il ne va pas non plus aller faire maçon parce qu'il n'est pas maçon. Donc à un moment donné, la réalité de l'économie et la réalité des gens, c'est ça aussi, c'est qu'il y a des chantiers qui ne durent pas tout le temps. Ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est que l'intermittence, en fait, il y a des intermittents du spectacle, il va y avoir des intermittents de l'électricité et des intermittents de tous les métiers, puisque quel que soit le métier que l'on fait, on ne le fera plus à plein temps, c'est-à-dire 35 heures par semaine et pendant 45 ans pour avoir une retraite. Mais c'est déjà le donc cas, il va falloir... fait. Ben oui, mais donc toute la réorganisation autour de cette réalité-là, est-ce qu'elle apparaît dans vos observations, dans les gouvernements successifs? Je parle depuis Mitterrand, parce que ça s'est dégradé en 83, grosso modo. Dans tous les gouvernements successifs, qui a pris en compte l'absence de travail, l'absence même d'occupation rémunérée? Je ne veux pas parler même de travail. Qu'est-ce que c'est qu'un travail en réalité? Et une occupation rémunérée. Donc si vous me dites qu'un électricien travaille 2 mois, alors c'est un intermittent. Donc il devrait avoir un statut qui fait qu'entre 2 boulots, il est payé quand même la même chose. Bah, c'était ce que faisait l'assurance chômage jusqu'à présent. Oui, mais ils étaient payés beaucoup moins. Il y avait une grosse décote et il fallait attendre. Mais pourquoi ils ne garderaient pas le même? Et là, on va arriver à Bernard Friot, au salaire à vie et tout ça. Mais on va arriver à des idées, en tout cas, qui doivent être révolutionnaires. C'est une révolution dont on parle. On ne parle pas de petites réformettes. Justement, parce que du fait de cet accroissement de la pauvreté, et moi je pense aussi d'un discours très virulent contre la pauvreté, faut traverser la rue pour trouver un travail, etc. Ce type de discours qu'ont tenu les politiques. On a vu l'émergence d'un mouvement populaire qui revendiquaient une dignité, des conditions de vie dignes, etc., qui étaient les Gilets jaunes. Là, on vient de discuter de la situation. Donc, c'est un mouvement qui va fêter ses 1 an. Et là, on vient d'avoir une discussion qui montre que la pauvreté va encore s'accroître, que structurellement, le gouvernement est en train de prendre des mesures qui vont continuer et aggraver la pauvreté. Donc, est-ce qu'on ne va pas arriver finalement à cette révolution, même si ce n'était pas celle à laquelle vous pensiez? Alors, dans l'histoire du monde, et je faisais référence, avant qu'on commence cette émission, à Howard Zinn et une histoire populaire des États-Unis, où il est allé étudier, c'était un politologue, il est mort, un philosophe aussi, il a étudié de 1492, c'est-à-dire au moment où Christophe Colomb arrive dans un univers où les gens sont dans une relative harmonie, et il fout tout ça en l'air parce qu'il a besoin d'or, lui. Donc il casse des choses. Mais on dit en 1493, il y a déjà des révolutions. Les Indiens, ils ne sont pas contents. Puis, il y a l'esclavage. Et pendant l'esclavage, on dit qu'il y a eu 400 ans d'esclavage. Toutes les semaines, il y a des esclaves qui se révoltaient, qui égorgeaient leurs maîtres, qui partaient dans la forêt. Ils étaient 15, 20, 100, parfois 1000. Ça créait des guerres pendant 6 mois, 9 mois. Mais il y a toujours eu des révoltes. Mais on n'a jamais réussi à éradiquer. Parce qu'il doit y avoir quelque chose d'humain, là je m'aventure dans les sciences sociales, mais il doit y avoir quelque chose d'humain qui fait que quand on met un groupe humain, il y en a un qui profite des autres. Et il y a toujours une minorité qui se sert d'une majorité de pauvres. Et les pauvres servent, Marx appelait ça l'armée de réserve des travailleurs, c'est une observation qui est juste, mais à aucun moment j'ai l'impression qu'on a
éradiquer. C'est bien ce que dit cette fameuse Hugo. question du gâteau à se partager et qui reste toujours le même. Donc à un moment, arriver dans une société en harmonie, ça ne veut pas dire dans une société, pardonnez-moi, où il n'y a pas de pauvres. C'est une société où les gens les plus pauvres peuvent vivre quand même. Parce qu'il y a une harmonie qui s'est créée par des aides, par les services publics, par la distribution d'un salaire, par la répartition des richesses, soit par le salaire qui augmente, soit par l'impôt. Ce qu'on ne fait plus. Maintenant, on te dit l'impôt, on ne peut pas augmenter les impôts, les gens sont égorgés. Et surtout, si on augmente les impôts des entreprises, ils partent ailleurs. Donc l'impôt, on n'y touche plus. On ne récupérera pas les 40 milliards, il y en a qui parlent de 80 milliards d'impôts d'évasion fiscale. Ce n'est pas de l'optimisation, c'est de l'évasion. C'est le mot gentil pour... comme l'évasion est un délit, ben on a inventé un mot pour rendre acceptable ce délit. Donc on ne le fera pas comme ça. Augmenter les salaires, on va dire, mais c'est pas possible. On parlait tout à l'heure de l'Indonésie. 120 balles, 120 € le salaire médian là-bas. Si ici on augmente les salaires, ben on va aller tous là-bas. Et nous, ici, on va se retrouver avec encore plus de pauvres. Donc il y a quelque chose d'assez inextricable qui ne passe que par une révolte populaire. Pour l'instant, je les trouve, là, ils trouvent que les gilets jaunes sont violents. Moi, je les trouve d'une gentillesse incroyable, ces gens-là, qui continuent à les manifester alors qu'on leur tire dessus. Je les trouve gentils. Pour l'instant, je les trouve modérés. Voilà, ils sont modérés. Le jour où ça va vraiment s'énerver, oui, ils auront peur. Mais tant qu'il n'y aura pas une révolte, quelque chose de fort, une lame de fond populaire, qui ne réglera pas l'ensemble des problèmes de la pauvreté, mais qui va finir par rééquilibrer pendant un moment ce qu'a fait le CNR. Le rapport de force. Oui. Le CNR, le rapport de force, après une guerre, après des atrocités, après des dizaines et des dizaines de millions de morts, il y a des gens qui ont dit stop, plus jamais. Ce qui a créé les dizaines de millions de morts, c'est la pauvreté. C'est la crise de 29, c'est la mauvaise gestion de cette crise-là. C'est les financiers qui prenaient tout et qui ne laissaient rien. Ça a fait ça. Et après la guerre, alors qu'on est dans un pays en ruine, on crée la sécurité sociale. Alors, Lepage dit c'est parce qu'il y avait des communistes à 25% armés et que De Gaulle a fait ouais d'accord Croizat on va le faire ton truc, ça a l'air bien. Mais s'il n'y a pas ce rapport de force, alors il ne se passe rien. Et aujourd'hui, le rapport de force, il est encore un peu mollasse dans l'énervement que ça doit créer. Mais justement, on va en parler juste après. Je voulais juste, avant qu'on passe à cette troisième partie, faire un petit point sur la situation de Bastamag avec Nolwenn. Alors, combien vous gagnez alors? Ça marche, ça ou pas ça? Eh bien justement, c'est une bonne question. Donc, Basta, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site d'infos en ligne en accès libre. Donc c'est un média indépendant, on publie tous les jours des enquêtes, des reportages, des entretiens sur les questions sociales, environnementales, économiques, démocratiques. On parle aussi des alternatives qui fleurissent un peu partout pour ne pas non plus sortir de là trop morose. Basta, c'est aussi un observatoire des multinationales, donc qui assure une veille sur l'activité des multinationales françaises en France et surtout ailleurs dans le monde, et qui publie aussi des enquêtes et qui coordonne un réseau européen d'observatoires des multinationales. Donc c'est aussi en accès libre. Et Basta, c'est aussi un portail des médias libres, qui tous les jours met en ligne ce que produisent les médias libres français et un peu d'autres pays aussi. Je crois, il me semble qu'il y a une page en anglais. Vous travaillez ensemble un peu alors? Par exemple, cette émission, Basta peut la mettre dans le portail? Ouais. Bah oui, je pense. Parlez-vous. C'est pas moi qui gère le portail en fait. On se parle beaucoup avec Basta en ce moment. On annoncera des choses sympas plus tard. Et donc Pardon, excusez-moi. Je termine. Je termine juste parce que du coup, on a 1 million de lecteurs par mois et on a 5000 donateurs. Et donc, on aimerait que davantage de lecteurs deviennent donateurs pour qu'on puisse vraiment asseoir financièrement notre indépendance. L'information, c'est pas gratuit. Il faut expliquer ça aux gens, c'est pas ça. gratos. Mon père, quand il était dans les années 60, parce que je suis très vieux, mon papa achetait tous les matins l'Équipe et la Tribune Le Progrès, qui était le journal de Saint-Étienne, il le payait. Et ça ne lui posait pas de problème de payer l'information qu'il allait avoir. Je ne vois pas pourquoi ça posera un problème de s'abonner à un média, le média, d'ailleurs, il faut le faire, à Basta, à la base si j'y suis, à n'importe qui si on veut. Et on a la possibilité, et c'est un bien
pour la société, qui est tous ces médias qui se créent, parce qu'on ne va pas empêcher les autres d'exister. Il faut juste les ringardiser à mort. Il faut juste que les gens se disent... C'est pour ça que Mauvaise Presse essaie de mettre en avant les journalistes et les médias indépendants et leur travail. Bien sûr. Puis quand on parle du traitement médiatique de la pauvreté, c'est aussi pour ça qu'il y a des médias comme Bastamag et comme d'autres qui se créent, parce qu'il faut en parler autrement et que ça n'existe pas. Et donc c'est des espaces qui permettent de faire exister aussi cette pensée et cette manière de parler de certaines questions. On va passer à la troisième partie. On a ouvert cette émission avec Victor Hugo et on va finir avec Victor Hugo. Eh bien, ces faits ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté pour que ces faits ne soient pas. Je dis que ces faits, quand ils existent dans un pays civilisé, engagent la société tout entière, que je m'en regarde comme solidaire et complice. Et donc c'est là-dessus que je voulais qu'on embraye pour cette troisième partie, et notamment rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la responsabilité collective. Et donc là, je voulais d'abord vous interroger sur, par exemple, quelque chose que moi je vis, qui est mon rapport et la manière dont je vis avec la pauvreté au quotidien. Dont on vit tous avec la pauvreté au quotidien, mais avec des degrés différents. Et donc ma question, c'est comment vous faites, vous, pour vivre avec ça? Comment vous gérez l'explosion de la pauvreté? Moi, j'ai beaucoup de mal, je vois des SDF, je me sens malheureux, etc. Et je vois que des gens veulent ne pas le voir, et je pense que c'est une question centrale, parce que si on ne le voit pas, on ne s'implique pas. Quand on essaye d'oublier, on ne s'implique pas. Et donc je voulais savoir comment vous arriviez à gérer tout ça. Par exemple, vous êtes très engagé. Je pense en agissant. Je pense que moi, du coup, si vous me demandez à moi, c'est un de mes moteurs d'agir, d'essayer de construire une société plus juste. Vous parlez de révolution, Bruno Gassio, tout à l'heure. Moi, je pense que c'est plutôt un changement radical de société. Je ne sais pas si j'ai envie d'en passer par la révolution et la violence que ça peut être. Mais un changement radical. Moi, je pense qu'on prône un changement radical de société, d'inclusion des plus pauvres et en même temps de protection de l'environnement. Et pour moi, les deux vont ensemble. Et on est vraiment là, il nous faut un changement radical de société. On ne va pas pouvoir continuer comme ça, à la fois sur la question du réchauffement climatique et de la lutte contre la pauvreté. Tout à l'heure, vous disiez qu'on avait invité un riche pour parler des pauvres, mais vous êtes un riche plutôt de gauche, on va dire. Non, je suis surtout un ancien pauvre. Moi, j'ai connu ce que connaissent les gilets jaunes là. Mon père est un immigré italien. Et à partir du 15 du mois, on mangeait à Saint-Étienne les râpés. C'est les pommes de terre, on râpe, on met un œuf dedans, et ça fait des belles galettes. Et on en mange une, on est calé pendant 24 heures. Et à l'époque, je trouvais ça très bien, moi, de manger ça. Je me suis aperçu après que c'était vraiment des trucs de très pauvres. On mangeait du steak. On achetait des beefsteaks, le 1, le 2, le 3. Et on mangeait du beefsteak. Puis après, on avait du poulet, puis des abats. Puis à partir du 15, plus de viande. Et quand on est môme, on ne voit pas ça. C'est juste après qu'on se dit, mais... En fait, on était pauvres, on n'était pas terrible. Papa, il était chômeur, il faisait partie de ces gens qui travaillaient 2 mois sur un chantier. Mais c'était une époque où quand on allait sur un chantier, on travaillait 2 mois, on vous donnait l'argent tout de suite. On était payé à la journée, à la tâche, à la semaine. Et mon père, ça lui allait très bien comme ça. Il faisait des fours à pizza au noir, enfin, il se démerdait. Mais... oui, j'ai connu ça. Et moi, j'ai eu la chance de faire autre chose après. Et maintenant que ça va mieux dans la vie, tout en ayant conscience de ce que c'est la pauvreté, comment vous arrivez comment vous gérez ce sentiment de culpabilité qu'on puisse avoir, etc. C'est un dilemme quotidien de ne pas oublier d'où on vient. C'est un dilemme quotidien de connaître encore des gens de mon quartier à Saint-Étienne qui, eux, ont l'impression de vivre bien, et ils vivent avec des SMIC, ou ils vivent avec un peu plus, ceux qui ont un peu plus de chance. Mais par exemple, on a joué la pièce que je joue aujourd'hui, on l'a jouée à Lyon. Et on a dit à tous les gens de notre quartier de Saint-Étienne, venez nous voir. Il y en a 3 ou 4 qui sont venus avec une seule voiture. Et on a dit, mais pourquoi ne sont pas venus les autres? Il faut venir à Lyon quand même. C'est-à-dire, il faut mettre l'essence, on va boire un coup probablement. Pour nous, c'est un truc, même si on se groupe, à 20 €. Mais non, mais vous êtes invité au théâtre, on vous paiera un coup. Ouais, on vous paiera un coup, puis moi je remettrai ma tournée aussi, je sais ce que c'est quand il y a du monde. Et la honte de ne pas pouvoir payer un coup, ils préfèrent se saigner. Eh ben, c'est vrai que ça pour 20 €, socialement même la pauvreté, parce qu'on n'ose plus aller avec. On n'ose pas. Quand on est au chômage, on a honte de dire ce qu'on fait. Et j'étais super gêné. Et pour moi, au quotidien, il y a ce truc-là. Je vis dans un beau quartier de Paris. J'ai très très bien gagné ma vie à Canal+. Aujourd'hui, je suis à Pôle Emploi. Je continue à toucher encore pendant quelques temps du chômage. Mais j'ai du mal quand on me dit, oh mais toi, tu es un privilégié, de dire mais je ne peux pas être privilégié puisque j'y pense. Le privilégié, c'est l'autre abruti, j'oublie son nom et je préfère l'oublier, qui dit mais qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Cette femme est heureuse probablement dans sa bêtise parce qu'elle ne pense pas. Et moi je vois,
Quand je rentre chez moi et que à l'angle de la rue, il y a une famille, il y a 2 gosses sous des couvertures qui te regardent passer, qui te demandent même rien. Je préfère les gens qui m'agressent et qui me tapent à 100 balles. Non. Là, ils ne demandent rien, ils te regardent passer. Bonjour, monsieur. Je dis, mais putain, mais... Donc tu leur dis, vous avez besoin de quoi? Tu poses la question de qu'est-ce qui... Non, ça va. Non, ça va pas. Tu veux aller à l'hôtel? Non, on y va demain. Non, mais les gens, ils ont leur dignité. Il y a une dignité ouvrière que j'ai jamais retrouvée chez l'actionnaire. Jamais. Quel que soit l'actionnaire. Et le fait d'y penser, c'est vrai qu'on vit mal. C'est pour ça que parfois je m'énerve et que je parle de révolution, mais le changement radical de société, c'est une organisation différente de cette société. On n'a jamais créé autant de richesses dans le monde. Par contre, il y a cette équation que personne n'arrive à résoudre. De plus en plus de gens sur la planète et de moins en moins besoin de gens pour faire tourner la machine économique. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait des gens dont on a, entre guillemets, pas besoin pour faire tourner la machine? Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a le partage du temps de travail, il y a le salaire à vie, il y a une façon d'organiser une occupation rémunérée, qui n'est pas forcément un emploi, qui est une compétence... Non, mais qui est un vrai travail. Quand on est dans l'aide à la personne, dans la protection de l'environnement, on est finalement dans un vrai travail. Et on est plus utile que certains travails très reconnus et très... Il faut lire Grabert sur les bullshit jobs. Le nombre de gens qui ne savent pas pourquoi ils travaillent, qui sont coordinateurs... Vous avez tous les deux parlé de dignité. Moi, ce que je trouve remarquable, c'est quand il y a des... Finalement, quand les personnes, elles font collectif et qu'elles s'organisent pour s'en sortir, en fait. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Moi, j'avais passé du temps avec les Gilets jaunes de Saint-Nazaire, où il y avait, du coup, une maison du peuple. Donc, il y avait un lieu physique où les gens se retrouvaient pour discuter. Et en fait, il y en a plein qui disaient moi, être ici, comprendre d'où vient la pauvreté, parce qu'ils travaillaient beaucoup autour de l'évasion fiscale, parce qu'il y a eu vraiment un énorme travail qui avait été fait, notamment là-bas, mais je sais dans d'autres groupes de Gilets jaunes aussi en France, le fait de comprendre ce qui m'arrive et de pouvoir faire collectif avec d'autres gens, de s'organiser pour faire à manger. Il y en a beaucoup qui étaient dans la grande précarité, mais ils ont quand même accueilli des gens encore en plus grande précarité, à savoir des SDF. Donc il y a pas mal de SDF qui ont été pris en charge par les Gilets jaunes. C'est les plus pauvres, les plus généreux, c'est ce qu'on observe souvent. Voilà. Je pensais aussi, quand vous parliez de dignité et d'avoir un rôle finalement, parce que un des problèmes des gens qui sont en situation de pauvreté, c'est qu'ils se sentent complètement exclus et qu'ils ont l'impression de ne plus pouvoir agir sur rien. Je pensais aussi à ce qui peut se passer sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, en fait, où si on regarde le revenu des gens un par un, effectivement, je pense qu'il y en a pas mal qui sont sous le seuil de pauvreté, mais ils n'ont pas forcément l'impression de vivre dans la pauvreté, parce que justement, déjà, ils mangent largement à leur faim, et parce qu'ils font collectif et qu'ensemble, ils construisent quelque chose, et qu'ils le disent, il y en a plein qui le disent là-bas, ils disent quand on agit, on se sent vivre, en fait. Et donc c'est eux ce qu'ils ont vécu là. À la limite que de la pauvreté, leur vie. Oui, c'est de la sobriété, mais c'est aussi une organisation collective, un projet collectif, quelque chose qui fait société et qui donne envie d'agir ensemble et qui donne des perspectives à eux, mais aussi à plein d'autres gens. Parce que leur objectif, c'est pas juste de vivre sobrement dans leur petit coin. Donc je pense que moi, dans les gens qui sont dans des situations les plus précaires. Alors là, je ne pense pas forcément à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais ce qui est remarquable, c'est qu'à chaque fois, c'est l'action collective qui leur permet d'avoir l'impression de pouvoir servir à quelque chose et de reprendre du pouvoir sur leur vie. Et dans les solutions, on a beaucoup parlé de situations hors travail, mais moi, je pense qu'il y a aussi qu'il faudrait surtout s'intéresser beaucoup plus à ce qui se passe dans le monde du travail. Et là, en l'occurrence, je pense que les luttes syndicales, elles peuvent aussi permettre de mobiliser pas mal d'énergie et d'essayer de trouver des solutions ça contribue communes. Au rapport de force. Il s'agit d'inverser le rapport de force et ça se passera aussi et peut-être même surtout dans le monde du travail. Nous, on a un certain nombre d'actions concrètes. Vous l'avez bien vu, on travaille beaucoup au niveau des politiques, de la société pour que ça bouge, mais on s'appuie aussi sur des actions concrètes. On a un centre d'hébergement dans lequel on accueille une trentaine de familles et on les accueille pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le temps qu'il faut pour se reconstruire et surtout on les accueille dans un vrai logement. Elles sont dans un vrai appartement dans lequel elles ont une cuisine, elles font leur cuisine pour justement un apprentissage à l'autonomie et à gérer son budget et à
un loyer. Ça, c'est absolument capital. Et souvent, on est dans des centres d'hébergement qui accueillent les gens quelques jours, quelques mois. Ils changent de logement régulièrement. C'est pas comme ça qu'on peut se reconstruire. Moi, je dirais la même chose sur le travail. Les contrats courts ne permettent pas à des personnes en grande difficulté de se reconstruire. On a lancé depuis 2 ans et demi ce projet Territoire zéro chômeur de longue durée. On est parti du principe que le chômage de longue durée coûte 43 milliards d'euros à l'État tous les ans. C'est en gros 18 000 euros par personne. C'est évidemment pas ce que les personnes touchent. 1/3 de minima sociaux, 1/3 d'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État en termes de cotisations d'impôts, cotisations sociales, impôts, taxes, et 1/3 de dépenses à plus long terme dans lequel il y a la santé, l'éducation, la question des violences. On a obtenu une loi qui a été votée à l'unanimité. Pour nous, c'est quelque chose d'important. Ces questions de lutte contre la pauvreté devraient largement dépasser les clivages politiques. Et 10 territoires ont été sélectionnés, des petits territoires, 5 000 à 10 000 habitants. Des entreprises ont été créées, entreprises à but d'emploi. Le but, c'est pas de rémunérer les actionnaires. Le but, c'est de créer de l'emploi. Hein, c'est déjà pas la même philosophie. Pour des travaux qui sont utiles à la société et qui n'ont pas suffisamment de valeur marchande. Parce qu'on manque d'emploi, mais on ne manque pas de travail. On le voit bien. Dans l'aide à la personne, dans la protection de l'environnement, dans le recyclage. Voilà, dans tout ce qui est le lien. Et donc, ces entreprises ont jusqu'à maintenant embauché à peu près 800 personnes pour ces travaux utiles à la société. Et ces entreprises reçoivent 18 000 euros par personne embauchée. Et les gens sont embauchés en CDI au SMIC. C'est absolument capital. Et les gens, les premières réactions, d'abord, c'est l'engouement des personnes privées d'emploi pour ce projet, qui est important. Donc, les gens veulent travailler. Donc, première idée reçue qu'on déconstruit. Deuxième, ils disent tous, moi, quand même, avec le SMIC, je vis beaucoup, beaucoup mieux qu'avec le RSA, même si ce n'est pas toujours parfait et suffisant et qu'il faudrait un SMIC plus important, on est bien d'accord, mais c'est déjà nettement mieux. Et puis, qu'est-ce que ça change sur un territoire? Ça change la cohésion sociale du territoire. Parce qu'il y a un comité local de pilotage qui est garant que cette entreprise ne va pas prendre d'emplois dans le secteur marchand, parce qu'il ne s'agit pas de détruire des emplois. Et du coup, dans ce comité local de pilotage, il y a aussi bien les syndicats, Pôle emploi, les artisans, les commerçants, les entreprises locales, les associations, et tout ce monde-là travaille ensemble. Et bien, ça change la cohésion sociale du territoire. Donc, c'est pas ça, mais voilà un projet qui bénéficie à toute la société et pas simplement aux plus pauvres. De solutions concrètes qui pourraient être potentiellement généralisées. En même temps, une question qui se pose là-dedans, c'est finalement, même pour les personnes qui nous regardent, de se dire, mais voilà, moi j'ai eu énormément d'informations, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Vous parliez de cette nécessité que la société s'engage, qu'elle change son regard. Et en fait, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'engager, mais ils ne savent pas forcément quoi faire, où aller. Alors moi, je voulais simplement parler d'une ou deux initiatives. Il y a notamment une initiative, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Entourage, qui est une application qui a été créée pour lutter contre l'exclusion des personnes à la rue et qui est partie d'un principe simple, c'est que souvent, parfois, une personne SDF, à la fin d'une journée, peut avoir un sac avec 10 sandwichs, mais personne ne lui a parlé, personne ne lui a fait un sourire. En fait, personne n'a juste reconnu son existence. Et du coup, se pose cette question de dignité. Et donc, c'est une application qui permet, en fait, à la fois recenser les lieux de solidarité dans Paris, mais aussi de mettre à disposition, en fait, à la fois soit des services, donc de dire, par exemple, moi, je suis prête à aider quelqu'un à faire son CV, mais ça peut être aussi, je suis prêt à donner à disposition ma machine à laver pour 3 heures. Et on voit en fait de plus en plus d'initiatives comme ça fleurir. Moi, je pense qu'il faut être un peu positif. Il y a aussi le Carillon, qui est un réseau de commerçants solidaires qui permet à toute personne dans le besoin de soit prendre un café, de se laver les mains, de recharger son portable, etc. Donc il y a quand même cette société civile, moi j'ai l'impression aujourd'hui, qui se bouge de plus en plus. Alors peut-être que les gens ne sont pas encore assez au courant de ce qu'ils pourraient faire, et puis après il y a le pas de décider de commencer à s'engager, qui est compliqué. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même ça qui évolue. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et entre autres chez les jeunes. Et par exemple, dans les jeunes très diplômés, ils ont envie d'avoir un travail qui a du sens. Et les entreprises qui sont en train, entre guillemets, pour certaines, de détruire la planète, se rendent bien compte qu'elles ont du mal à recruter ces jeunes hyper diplômés. Mobilisés en collectif pour faire pression sur les grandes entreprises. Et ça, je trouve que moi, ça me donne beaucoup d'espoir sur ces jeunes qui cherchent un boulot qui a du sens, qui veulent une cohérence dans ce qu'ils font, et dans lequel, pour eux, la question de la protection de l'environnement, de la lutte contre le réchauffement climatique, va avec la lutte contre la pauvreté. C'est pas l'un sans l'autre. Et je trouve que ça, vous avez raison de montrer quelques initiatives, mais parce que ça, je trouve que c'est très intéressant, parce que je pense qu'il y a un vrai changement de société, peut-être par rapport à ma génération, où je trouve que les gens étaient un peu trop orientés sur « je veux bien gagner ma vie ». Voilà. Le cas aussi, et l'argent est quand même un très très mauvais guide. Voilà.
pour ça, on peut... Voilà. Et donc ça, je trouve intéressant, ces jeunes qui se bougent. C'est le cas notamment de la bascule, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui sont en fait des jeunes qui ont décidé, après leurs études, d'aller retaper une clinique à Pontivy pour essayer de porter ce message de changement climatique, de justice sociale et vraiment créer cette bascule en fait, de notre société vers ce dont on parle finalement depuis le début, c'est-à-dire une forme de changement systémique et un futur souhaitable en quelque sorte. En fait, je crois que ce diagnostic, tout le monde l'a fait. Quand j'ai fait un parti politique qui s'appelle Nouvelle Donne avec Pierre Laroutourou, on avait déjà dans notre programme l'idée qu'il fallait mettre 1000 milliards pour le climat, que les emplois se trouveraient forcément dans les énergies renouvelables, dans le partage du temps de travail, et qu'il fallait réorganiser tout ça. Ça, c'était il y a 12 ans. Aujourd'hui, Pierre a été élu avec Glucksmann sur une liste, il est au Parlement européen, je ne sais pas ce qu'il y fout, peut-être qu'il parle encore de ça, mais il y avait cette idée d'un New Deal. Mais oui, c'était une façon, ce que vous disiez, de réorganiser la société de façon plus équilibrée et plus juste. Simplement, nous, on a raté, on n'a pas été élus. Les gens qui portaient ce type de projet n'ont pas été élus. Et ceux qui sont là aujourd'hui n'entendent pas. Donc, à un moment, il va bien falloir leur faire entendre et parler plus fort. Alors, nous, on le fait ici, c'est dans le média. Ça sera relayé, je mettrai ça sur mes réseaux. Mais on est en train de parler encore. Vous agissez au quotidien, mais moi, j'agis pas vraiment. Je ne sais pas comment faire. C'est vrai, quand on peut faire quelque chose de façon individuelle, on se valorise. Après, on se dit « Ah, j'ai fait ça. Tiens, j'ai descendu du poulet au mec qui mange pas en bas. » Je pense que ça change aussi la façon de penser ce problème, en fait, à partir du moment où on décide d'agir. Donc on est dans l'action, on n'est plus dans l'observation. Donc on a un autre rapport, je pense. Enfin... Ah oui, non, mais c'est vrai. C'est ça, se valoriser, c'est de se dire « J'ai fait quelque chose. » Mais on a l'impression que c'est tellement petit. Et pourtant, quand je vais dans des manifs de Gilets jaunes, j'en ai fait une vingtaine sur les 50, j'ai été gazé. Et les gens me disent « Merci d'être là ». Je dis « Mais je fais juste nombre, hein. J'ai jamais mis un gilet jaune de ma vie, je mets des bleus. » Mais ils me disent « Non, mais merci, c'est important que des gens comme vous, qui sont un peu plus visibles, soient là. » Et on s'aperçoit qu'on n'est pas très nombreux. Il y a le Bolloc... Il y a Bigard et Patrick Sébastien, je vois qu'ils prennent ce type de position très populaire, mais aussi parce que ce sont des artistes, eux, extrêmement populaires. Anecdote. Patrick Sébastien, chaque semaine, il fait venir 100 personnes, qui sont des SDF et des gens dans une grande pauvreté. Il les fait venir à l'enregistrement de son émission, ils mangent et ils assistent à un spectacle. Et il me disait, c'est super important pour moi que les gens voient des jongleurs, des trucs. Et pour nous, c'est tellement... On se dit, oh, c'est chiant, on se retrouvait à la télé pour faire ça. Et il y a des gens pour qui c'est loin d'être chiant. Les mecs avaient à manger, ils partaient avec tout le buffet qui coûtait une blinde, et ils voyaient quelque chose. Non seulement ils voyaient, mais des gens qui leur parlaient. Et ça ne durait pas 10 minutes. C'était plusieurs heures d'enregistrement où ils étaient pris en compte. Les mecs sortaient de là, ils existaient en tant qu'humains. Et je trouvais que, voilà, cette personne, on aime ou on n'aime pas son travail, en tout cas, il a fait ce genre de choses. Je pense que moi, je voulais ouvrir à la toute fin de cette émission sur aussi la question que tout cela pose par rapport à la citoyenneté. C'est-à-dire que quand on est dans une situation de précarité extrême, on a beaucoup de mal à prendre part, en fait, à la société en général. C'est-à-dire, on parle de l'exclusion sociale, et donc, finalement, ça remet en question, d'une certaine manière, notre démocratie. Michel Serres l'a très très bien dit là-dessus. On n'a toujours pas vécu en démocratie tant qu'on accepte d'avoir autant de personnes exclues de la société. On n'est pas en démocratie, clairement. Et cette question de la participation, vous l'avez dit, de l'isolement de ces personnes et donc de la non-participation à la société, cette importance de la participation, c'est aussi un des moyens pour s'intégrer. La Convention citoyenne qui a été mise en place pour le climat. Le tirage au sort, qu'est-ce que ça provoque, un tirage au sort? Évidemment que les plus pauvres, ils ont aussi été tirés au sort. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Sauf que jamais ils vont y aller. Ils vont se dire que c'est pas pour moi. Je vais jamais comprendre, c'est trop compliqué. Alors simplement pour rappeler, la Convention citoyenne pour le climat, c'est 150 citoyens qui ont été tirés au sort début octobre. Pour répondre à la question, peut-on réduire de moins 40%, comment réduire de moins 40% les réductions, les émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. Voilà. Et ils ont jusqu'à fin janvier. Et ils ont jusqu'à fin janvier. Et bien là-dessus, si vous voulez, 150 personnes. Si je vous reprends ce que je vous disais... Mais ils ont été tirés au sort de façon à être représentatifs de la bien sûr, population mais sauf française. que Donc, il y a les on peut être tiré au sort, mais ne pas y aller.
ne pas y aller parce que justement, on se sent de toutes les manières exclu de la société et on se dit je ne peux pas y aller. Donc de fait, nous on dit les plus pauvres ne sont pas dans cette convention citoyenne. Comment on peut accepter ça? Donc on a essayé de batailler avec le gouvernement. Moi j'ai fait un rapide calcul, il y a 150 personnes. Si vous voulez prendre simplement les 5 millions de personnes dont je vous parlais qui vivent avec moins de 850 €, il aurait fallu qu'il y ait 10 personnes dans cette situation-là. Donc c'est ce qu'on a demandé en disant par le tirage au sort, vous ne l'aurez pas, il faut choisir. On ne dit pas du tout forcément qu'il faut que ce soit ATD Quart Monde, mais entre toutes les associations de lutte contre la pauvreté, on aurait bien pu trouver 10 personnes. On nous a proposé 2 places. C'est pas sérieux d'abord en termes de nombre et en termes de participation. 2 personnes pauvres au milieu de 150 autres, elles n'auront pas les conditions de la participation, de la prise de parole. Alors que si c'était un groupe de 10, qui avait des moments où on pouvait... nous 2, on n'a pas accepté. Ce n'est pas les conditions de la participation. Parce que ce n'est pas la peine d'aller mettre des personnes en situation difficile. Nous, on sait qu'il fallait un groupe de 10 qui aurait préparé ensemble, travaillé ensemble. Mais vous vous rendez compte, on accepte d'avoir une convention citoyenne aujourd'hui dans laquelle, de fait, les plus pauvres... Oui, qui est un exercice démocratique inédit. Et ça aussi, ce n'est pas possible. Et là aussi, il faut qu'on bataille parce que, oui, il faut corriger le système du tirage au sort. Alors là, on a, entre guillemets, laissé passer. On ne laissera pas passer la prochaine fois. On a vraiment décidé à monter beaucoup plus au créneau pour que les plus pauvres puissent participer et donner aussi leur avis. Et c'est comme ça qu'on construira une démocratie. L'enjeu principal, en plus, c'est celui de justice sociale. Voilà. Donc, sur cette question de citoyenneté, de ce que je rapporte du terrain, je pense que l'implication des gens dans l'organisation de leur travail, par exemple, et dans la prise de décision qu'ils peuvent avoir par rapport à ça, je pense que là, il y a des ressources importantes. Et on parlait de transition écologique, on a parlé des travailleurs pauvres, on parlait des travail ouvriers. Mais si par exemple on se posait autour d'une table ou ailleurs, je n'en sais rien, mais si on décidait que les ouvriers qui sont dans l'appareil productif français sur les produits pétroliers, les voitures, tous les produits de construction, si on décidait qu'il faut réfléchir à tout ça avec eux aussi, je pense qu'on aurait déjà beaucoup de matières intéressantes et qu'on aurait aussi des gens qui retrouvent leur dignité et qui se sentent considérés comme des citoyens et qui auraient des choses à apporter à tout le monde et qui nous aideraient aussi à faire société. Les partis politiques n'ont plus à travailler pour ces gens-là. Ils travaillent pour ceux qui vont les élire. Et ça pose quand même un énorme problème de démocratie, parce que notre président actuel est quand même assez peu représentatif de l'ensemble de la population. Des plus pauvres, sûrement pas, oui, mais même de la... Les plus pauvres ne votent pas plus Front National que l'ensemble de la société. Nona Meyer a fait une très très bonne étude là-dessus. C'est pas plus. Donc c'est très bien de le redire, mais moi je le savais. Mais Terra Nova je crois que c'était eux qui avaient dit ça. Ne vous en occupez pas. Vous êtes de gauche, ne vous occupez pas d'eux. Ils sont ailleurs. Il ne s'intéresse plus. Hollande, depuis les années 80, il théorisait déjà à l'époque le fait que le Parti socialiste devait abandonner les classes populaires pour se tourner vers les classes moyennes. Voilà, que c'était là qu'étaient les bassins de votants et que la classe allait augmenter, la classe moyenne, donc que c'était là qu'il fallait chercher les voix. Il y avait une étude aussi qui a été faite sur le lien justement entre le vote FN et l'autonomie ou la possibilité de prendre des décisions dans son travail. Qui était très intéressante. Et la proximité au service public aussi. Oui. Qui n'était pas uniquement une donnée financière, mais aussi une donnée d'accessibilité, etc. Alors, simplement, avant de vous demander vos recommandations, moi je voulais faire un rapide tour de table et vous demander à peu près en 1 ou 2 phrases de nous dire quelle serait pour vous la solution, les solutions qui pourraient exister pour aujourd'hui faire reculer la pauvreté et puis pourquoi pas l'éradiquer comme le veut ATD Quart Monde. Je veux bien commencer. Pour moi, ce n'est pas une solution, justement. C'est plusieurs. C'est bien ce que je vous ai dit pendant 1 heure là. C'est que il n'y a pas un remède miracle, mais qu'il faut travailler sur l'ensemble des droits. Et ce sont des droits dont on parle, que sont l'accès au logement, l'accès au travail. Le droit au travail est inscrit dans notre Constitution. L'accès à une éducation de qualité, l'échec scolaire est un énorme fléau et fait le lit de la pauvreté. L'accès à la culture, l'accès à la santé, le droit de vivre en famille. Si on ne travaille pas sur l'ensemble, on n'y arrivera pas. Et donc c'est vraiment ça qu'il faut faire. Non, moi je suis un partisan de la répartition des richesses par le salaire à vie, et qui est un aboutissement. Pour moi, c'est l'aboutissement du truc, c'est qu'on crée des richesses, tout le monde est payé, et puis on voit bien comment on les occupe après. On paye une compétence et non pas une activité. Il y a une étape entre les deux que j'ai essayé de travailler. J'ai fait un papier dans le Nouvel Économiste,
ne pas me moucher du coude, pour un bonus universel dans une monnaie virtuelle. Pas une crypto, hein, pas une blockchain, vraiment une monnaie, et pour distribuer du pouvoir d'achat. Et si on distribuait l'équivalent de 500 € dans une monnaie parallèle, que moi j'ai appelé le bonus, à tout le monde, ça coûterait, pour arriver à la masse monétaire suffisante pour la distribuer, 330 milliards seulement. Et une fois qu'on a atteint cette masse, elle est fixe, elle ne bouge que dans la démographie. Et cette masse monétaire rapporte en impôts, puisque c'est de l'argent, c'est une monnaie d'usage, elle serait dépensée tous les mois, et elle rapporterait sur un taux moyen d'imposition de 10%, si on prend 3 taux, elle rapporterait 30 milliards par an à l'État, qui pourrait les réaffecter comme il voudrait. Donc il y a des solutions presque libérales, qui ne touchent rien à ce qui se passe aujourd'hui, qu'on peut mettre en place très très rapidement. Il y en a pour 6 mois à mettre ça en place. Et, in fine, l'idée que ceux qui créent de la richesse vont la partager avec ceux qui n'ont pas l'occasion de pouvoir créer de la richesse. Et c'est un salaire à vie que l'on donnerait aux gens. Attention juste que ce ne soit pas pour solde de tout compte pour les plus pauvres, parce que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous, on a travaillé avec nos militants Quart-Monde. Chez nous, les militants Quart-Monde, ce sont ceux qui vivent dans la pauvreté, parce que les premiers à se battre, ce sont les militants, qui nous ont dit oui, mais nous, on veut travailler parce qu'on veut être intégrés dans la société et insérés dans la société. Attention à ce que ce salaire de base, enfin ce revenu de base... La plupart des études sur le revenu de base prouvent que les gens n'arrêtent pas du tout de travailler. Non, sauf qu'il peut y avoir une tentation, parce que comme les plus pauvres, c'est plus compliqué ce retour au travail, moins d'efficacité. Et il faudrait accepter que dans une société que tout le monde n'est pas aussi rentable. Et attention à ce que ce ne soit pas une trappe à exclusion des plus pauvres. Et il y a une mouvance ultra-libérale dans ce revenu de base qui dit, je vous donne 500 €, c'est plutôt 400, qui disent pour solde de tout compte et vous vous débrouillez avec. C'est un salaire, oui, qui remplacerait les autres minima sociaux. Inconditionnel et suffisant. C'est-à-dire qu'il sera calculé sur le salaire médian. Pour moi, c'est plutôt aux alentours de 1500 balles. Non, mais ça, c'est non, mais il faut y aller. Il faut aller. Pour vivre correctement, c'est 1500. Voilà. Et c'est en plus. C'est pas quelque chose qui se substitue. C'est quelque chose qu'on donne en plus. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas suffisamment pour vivre. Eh bien, je vais leur donner du pouvoir d'achat, non pas de la monnaie. S'il n'y aura pas de billets, il n'y aura pas de pièces, mais je vais te donner l'accès à la culture, par exemple. Moi, je suis au théâtre, là, en ce moment. La chose que j'ai demandé au théâtre, c'est de faire des prix le plus bas possible. Et on essaye de faire en sorte qu'on touche ces gens. Seulement, là où c'est difficile, c'est qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le droit de venir. Ils se disent « Ah non, pas le théâtre, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous. » Et quand même, si on fait une place à 15 € et une place offerte, ça fait quand même des places pas chères. 7,50 €, c'est pas cher. C'est moins cher que le Cinoche. Moi, je reviendrai sur la justice et donc mettre fin à l'évasion fiscale, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal d'argent à récupérer. Pour pouvoir continuer à avoir des services publics de qualité, parce que ça fait quand même un filet par rapport aux personnes les plus pauvres. Et on voit bien que la dégradation des services publics en milieu rural, notamment, c'est ce qui a été souligné aussi par les Gilets jaunes, ça crée vraiment... des difficultés encore plus importantes pour les personnes en situation de pauvreté. Et par ailleurs, mettre fin aux inégalités femmes-hommes, dont on n'a pas énormément parlé, mais qui sont quand même terribles dans notre pays, et sachant que les femmes font vraiment partie des plus pauvres. Et elles sont surreprésentées parmi les pauvres. Surtout d'ailleurs, depuis hier, les femmes sont virtuellement plus payées, puisqu'il y a 15,4% d'écart en moyenne entre les hommes et les femmes de salaire. On pourrait continuer à en parler pendant des heures, mais on est obligé de conclure l'émission. On va la conclure en vous interrogeant sur ce qu'on fait à chaque fin d'émission, qui sont vos recommandations. Donc l'idée, c'est que vous puissiez recommander aux gens qui nous regardent un contenu, un film, un livre, un poème, un article, un documentaire, bref, quelque chose qui, pour vous... doit être vu, peut à compter dans votre changement de vision des choses, vous a marqué dans la vie et vous pensez que tout le monde devrait voir ça. On va commencer par le seul homme du plateau avec moi. Le seul homme du plateau avec moi, ça va pour une fois. C'est sûr. Alors je pourrais parler... Non, pour une fois, c'est rare qu'il y ait plus de femmes que... J'adore ça, moi. C'est un de nos engagements. Enfin, pas qu'il y ait plus de femmes que d'hommes, mais en tout cas d'essayer de respecter la parité au maximum. N'allez pas me disputer, parce que je suis d'accord avec vous. Vous avez beaucoup parlé en plus, alors. Quoi? Non, c'est bon. Non, c'est vrai. Oui, quand même, elle a beaucoup. Mais vous êtes passionnante, donc il faut absolument que vous parliez, partout. Donc,
mis à part la pièce de théâtre que je joue, si les gens veulent venir, il y a un livre... Dites-le nom. Non, ils se démerderont. D'accord. Ça s'appelle Les pâtes à l'ail. Voilà. C'est ce livre que j'ai vu, que vous aviez mis là, et j'aime bien. J'ai participé à ce bouquin. C'est un manuel indocile de sciences sociales. Montrons-le. Le manuel indocile de sciences sociales. C'est paru à la Découverte. Et c'est... Alors, j'ai fait toutes les entrées de chapitre pour ceux qui aiment bien ma gueule et qui veulent savoir ce que j'ai écrit, mais c'est 130 universitaires qui ont travaillé à des solutions relativement alternatives. C'est-à-dire qu'on nous dit des vérités, le fameux Taïna, there is no alternative. Eh bien, si, il y a des alternatives. Et plein d'universitaires et de syndicalistes ont travaillé à toutes ces solutions-là. Donc c'est un travail qui est un travail de recherche. C'est pas, tiens, à mon avis, il faudrait que... Non, c'est un vrai travail de recherche. Et ce travail de recherche est compilé là-dedans et il s'adresse, pour moi, à tous les professeurs qui ont des programmes à vendre. Donc ils doivent vendre le programme, vendez-le pendant 2 heures, puis dites à vos élèves, achetez ça. Et dedans, vous aurez une autre vision du monde possible. Juste pour dire que c'était pour les profanes, c'est-à-dire c'est pas un bouquin. Ah oui, non, c'est pas un bouquin d'universitaire. Non, tu as raison, non, c'est un bouquin très facile à lire. Ça peut rebuter, il est un peu gros quand même. Lisez-le, il est très bien. Moi, je vous conseille un film qui va sortir dans 10 jours, qui s'appelle Nouvelle Cordée de Marie-Monique Robin et qui est justement allée en immersion dans un territoire zéro chômeur de longue durée pour voir comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça change dans la vie des gens. Comme ça sort dans 10 jours, je pense que c'est une bonne chose pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire efficacement dans la lutte contre la pauvreté. Moi, c'est un livre qui s'appelle Caliban et la sorcière, qui a été écrit par une sociologue italienne qui s'appelle Silvia Federici, qui explique en fait comment l'avènement du capitalisme a été concomitant de l'arraisonnement des femmes. Et donc c'est un éclairage historique très inattendu et vraiment passionnant pour comprendre d'où on vient. Et elle parle, vous évoquiez tout à l'heure Howard Zinn et les révoltes des esclaves, elle parle en fait des innombrables révoltes en fait, qui ont émaillé l'avènement du capitalisme partout dans le monde et dont on ne parle jamais en nous faisant croire que tout s'est passé selon une ligne droite parce que c'est naturel. Donc non, c'est vraiment très très intéressant. Bien, merci beaucoup à vous toutes et tous d'être venus. C'était passionnant de discuter avec vous. Tout ce qu'on a mentionné se retrouvera en description de la vidéo YouTube dans les liens. Donc on mettra absolument tous les liens pour aller plus loin, les rapports, vos recommandations culturelles. N'hésitez pas à nous faire des retours sur l'émission, nous dire voilà, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, la façon dont vous voulez qu'elle évolue. Nous, voilà, on est libre, on fait un peu ce qu'on veut. Donc on peut faire évoluer cette émission aussi de manière à ce qu'elle soit la plus utile pour vous et qu'elle vous donne envie de vous engager et de mieux comprendre l'actualité. Et c'était la 4e de Mauvaise Presse. Voilà, merci à tous et à dans 15 jours.